Bienvenue au Bulletin des régions, une émission produite grâce à la collaboration de 20 télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Bonne émission. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous, le 5-10-15? C'est un espace absolument magnifique. C'était des belles professions dans ce temps-là? J'ai fait 40 ans, madame. Je vois l'homme comme un arbre parce que l'homme prend racine comme l'arbre. Avez-vous l'impression qu'il y a une relève pour ça? Est-ce qu'il y a des gens qui vont pour pas que ça se perde? C'est cette année que ça vaut vraiment la peine de venir au marché public. Ça représente une belle tradition, en fait, qui est un peu un porte-bonheur pour les pêcheurs. Au sommaire pour vous cette semaine. Dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, on se concerte pour réduire la pollution créée par l'industrie du textile. La CEF de la Matapédia vous rappelle que c'est le temps de préparer votre déclaration de revenus. À Forestville, comme partout dans la francophonie, les écoliers participent à la dictée PGL. À Montmagny, la bibliothèque municipale se décrit comme un troisième lieu offrant une multitude d'activités. À Vaudreuil-Soulanges, l'astrophysicien Normand Molland nous explique comment se produit une éclipse solaire. La télévision communautaire des Laurentides tient actuellement des auditions pour le film et la web-série D'ici à nos rêves. À Notre-Dame-des-Prairies, le gym Annalie forme de jeunes gymnastes qui nous représenteront peut-être un jour aux Jeux olympiques. À Drummondville, le promoteur de boxe Yann Pellerin affirme que l'avenir de la boxe au Québec passe par les régions. Mais pour commencer, à New Richmond, on pratique l'élevage de l'ombre chevalier, nous rapporte Valérie Pinault de Télévague. Bonjour Sabrina. Bonjour Valérie. Comment ça a commencé l'histoire de Rémer et de l'aquaculture? Oui, en fait, c'est mon père qui est le fondateur de Rémer Aquaculture. Il a construit la pisciculture en 2011. Oui. Ça fait que c'est ça, ici, il n'y avait rien au départ, donc il est vraiment allé faire la construction de la bâtisse, l'installation des bassins et démarrer l'élevage, vraiment ici. Quel type de poisson vous faites l'élevage? On fait l'ombre chevalier. Okay. Avez-vous beaucoup de bassins? Oui, dans le fond, on a comme deux sections dans la pisciculture. On va avoir le dôme dans la serre qui va avoir 15 bassins. Okay. Puis ensuite, un espace un peu plus petit qui va être l'alvinage pour les petits poissons. On a une dizaine de bassins. Justement, pouvez-vous m'expliquer en détail comment ça fonctionne, la pisciculture? Oui, dans le fond, nous, on reçoit les œufs d'ombre chevalier du Yukon. Okay. Donc, quand ils arrivent ici, on les met dans nos incubateurs. Puis, ils vont éclore vraiment dans nos installations. Ensuite, ils vont grossir les premiers mois dans l'alvinage, qui est la section pour les petits poissons, qui va avoir une eau... on chauffe l'eau, justement, dans l'alvinage, dans cette petite section. Puis ensuite, ils vont être transférés dans la section sous la serre, qui est l'engraissement et le pré-engraissement. Ça va durer une période d'environ 1 an et demi à 3 ans pour avoir l'ombre chevalier qui va être entre 2 et 4 livres prêt à la consommation. Votre système de chauffage, ça marche comment? C'est un système de chauffage par géothermie. L'eau que vous utilisez, c'est-tu l'eau de l'aqueduc? Non, c'est de l'eau qui est de puits souterrains qui sont alimentés par la rivière la Petite Cascapédia, ici à New Richmond. Est-ce que l'eau est constamment en circulation? Oui, l'eau est constamment en circulation dans les bassins. On va réutiliser une grande partie de notre eau, justement, là, par souci d'éco-responsabilité. Les poissons vont manger une moulée qui est une moulée éco-responsable, faite à partir d'ingrédients choisis par le fournisseur qui ont le moins d'impact possible sur l'environnement pour la durabilité. Vous êtes acquéri des mangeoires spéciales, je crois, hein? Oui, c'est ça. Récemment, là, dans les dernières années, on a fait l'acquisition des nouvelles mangeoires qu'on dit presque intelligentes, là, qui sont vraiment contrôlées par des ordinateurs. Donc, les techniciennes et les techniciens en aquaculture vont aller entrer les données pour chaque bassin, ce que les poissons vont manger de façon journalière et hebdomadaire. Puis, l'ordinateur va envoyer les signaux aux mangeoires pour que ça soit distribué. La moulée va tomber justement sur un disque qui tourne, puis qui va lancer la moulée de façon égale dans tout le bassin pour que les poissons puissent manger selon le volume de poissons qu'il y a
dans le bassin réel. Combien de tonnes de poissons vous produisez par année? 50 tonnes de poissons, oui. Oh, quand même! Oui. La température de l'eau dans l'alvinage pour les bébés est à 12 degrés. C'est comme plus chaud. Puis dans les autres bassins, c'est combien? On se situe entre 7 et 8 degrés Celsius, qui est quand même assez stable là, durant toute l'année, étant donné que l'eau provient des puits souterrains. Puis est-ce que vous ajoutez de l'oxygène aussi dans l'eau? Oui, dans le fond, on fabrique notre oxygène sur place ici, avec des générateurs d'oxygène, puis ensuite c'est distribué dans chaque bassin pour les poissons. Pour la pisciculture, vous avez aussi une usine de transformation. C'est quoi les spécificités de l'installation? Au départ, on était quand même assez manuel dans notre usine, mais au fil des années, on a acquis plusieurs équipements là, qui nous ont permis d'être plus automatisés, si on peut dire. Ça fait que dans le fond, là, quand on reçoit le poisson de la pisciculture, on va l'éviscérer, dans le fond, enlever les viscères. Ensuite, ça se fait avec une machine. Ensuite, on a aussi une machine pour faire le filet. Donc, on va mettre le poisson dans la fileteuse automatique. Et les 2 filets vont sortir. Ensuite, on va continuer la préparation du filet et enlever les arêtes, l'emballer, glacer. Et ça s'en va sur des transports à nos clients qui sont en ville ou ici en région. OK. C'est pas juste... Vous n'avez pas juste des contrats en Gaspésie, je comprends bien. Non, c'est ça. Dans le fond, nos clients sont autant en Gaspésie, Québec, Montréal. On a déjà aussi regardé pour aller un peu plus loin, mais la demande, je dirais qu'au Québec est très bonne. Les gens veulent manger des poissons locaux, éco-responsables. Ça fait que c'est des choses qui nous rejoignent bien quand même. Ça fait que... Oui, puis vous êtes beaucoup éco-responsable, je crois, hein? Oui, c'est important pour nous, dans notre vision, là, de réduire notre impact sur l'environnement le plus qu'on peut, là, d'où plusieurs éléments de la pisciculture, comme notre production d'oxygène sur place, le fait que nos bassins sont tous vraiment situés à l'intérieur, ça réduit le contact avec les potentiels dangers extérieurs, la nourriture éco-responsable des poissons. On travaille beaucoup sur ce volet-là. À part l'usine de transformation puis l'aquaculture, vous avez en complément une poissonnerie, hein? Oui, c'est ça. On a une poissonnerie sur place dans même la pisciculture. Est-ce qu'elle est ouverte 7 jours sur 7? Oui, ouverte 7 jours sur 7 à l'année. Okay. Combien il y a d'employés à Rémer? C'est variable selon la période de l'année. Là, je dirais entre 10 et 15 employés. Quand même. Oui. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Comment valoriser les textiles et réduire l'enfouissement des surplus? Le 20 mars dernier, une trentaine de représentants de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent se sont posé la question et Marc Després, de la télévision de la Métis, s'est intéressé à ce sujet. Eh bien, aujourd'hui, on se trouve au Grand Hall des Jardins de Métis pour une activité là, qui regroupe des gens, mais pas seulement de la Métis. Non, effectivement, c'est à l'échelle du territoire de la Matanie, Matapédia, Métis et Rimouski-Neigette. Mais on aborde même des enjeux là, qui ont trait à la région du Bas-Saint-Laurent, donc en matière du secteur textile. En fait. Parce que c'est ça, donc à ce moment-là, on sait que la matière textile, c'est un sujet là, qui touche vraiment tous les secteurs de la province et même d'ailleurs à ce moment-là. Donc, on a ressenti un besoin de faire un événement pour en jaser. Effectivement, parce que justement, on sait que c'est une des plus grosses sources de pollution au Québec. C'est ça, Recycle Québec, ça fait partie de leur priorité dans les prochaines années, justement, de cibler la pollution, en fait, reliée au textile. On sait que les bois de CRD, la construction, rénovation, démolition, c'est une grande priorité, et les textiles. Donc, dans les prochaines années, il va y avoir de plus en plus de projets qui vont émerger pour valoriser ces surplus textiles-là qui se retrouvent à l'enfouissement. Et à ce moment-là, donc aujourd'hui, comment ça se déroule? C'est qu'on émet des idées. On a vu les gens écrire tantôt des post-it. Oui, exactement. En fait, c'est un atelier qui se veut d'idéation, de maillage aussi entre les acteurs de la filière textile sur notre territoire. Donc, il y a des représentants ici des friperies, du secteur du lin, de fabrication de vêtements. Des designers. Des OBNL qui réutilisent en fait des surplus textiles, qui le transforment en d'autres objets, par exemple des sacs, des serviettes de table, etc. Donc, toutes ces personnes-là sont venues ici aujourd'hui pour contribuer à la recherche de pistes de solutions pour mieux valoriser nos surplus textiles sur le territoire. Parce que, bon, lorsqu'on pense aux friperies, souvent, il y en a plusieurs d'entre elles qui se disent « Mais mon Dieu, on est inondé », puis souvent de matériel plus ou moins potable. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment une problématique environnementale.
Définitivement. Puis on parle aussi d'information, sensibilisation, éducation aussi dans le cadre de cette journée-là aujourd'hui. Là. On informe du problème, puis on sait que c'est ça. Ce ne sera pas nécessairement les friperies qui vont avoir le rôle de tout valoriser les surplus. On veut aussi qu'il y ait de la sensibilisation, de l'information, de l'éducation à la base pour réduire à la source la quantité de textiles qui se retrouvent à l'enfouissement et indirectement dans les friperies. Donc, est-ce que les gens... considérer que les gens sont conscients de cette problématique-là? Vous parlez des citoyens, je pourrais pas dire. Francis se questionne. Moi, je crois pas pour l'instant. Je pense qu'il y a un gros travail, puis les friperies le nomment aussi, en fait. Là. Ils disent on est inondé parce que c'est ça, les gens consomment énormément, puis apportent le problème aux friperies. Eux doivent gérer ce problème-là. Fait que je ne crois pas qu'à l'heure actuelle que la population générale soit sensibilisée sur cet enjeu-là. Effectivement, je pense qu'il y a peut-être un peu de sensibilisation au niveau de la consommation puis de la surconsommation. On apprenait entre autres aujourd'hui que le mois de mars, c'est le mois de la détox vestimentaire. Donc, il y a quand même des citoyens qui commencent à se conscientiser puis à dire comment réduire ma consommation de vêtements. Ça, c'est une chose. Mais effectivement, ce que les friperies nommaient tout à l'heure, c'est qu'elles se retrouvent avec une quantité là, phénoménale de vêtements parce que les gens, évidemment, vont porter ça à la friperie, se disent, bien, je m'en départis de façon responsable, mais il y a beaucoup de ces vêtements-là qui ne peuvent pas être traités, qui ne peuvent pas être gérés par les friperies et qui finissent à l'enfouissement. Donc, d'un sens, c'est une bonne chose parce que les gens participent. Par contre, on n'est pas vraiment conscient nécessairement de... Mais ça crée un problème. C'est ça. Exactement. Donc, à ce moment-là, sûrement que la journée d'aujourd'hui sert à trouver des solutions aussi, mais est-ce que déjà vous les dirigez vers des pistes ou les gens sont vraiment là pour explorer? Bien, c'est ça. On a nommé des pistes à l'échelle globale de recyclage. Qu'est-ce qui se fait, les idées qui sont en train d'émerger en recyclage de textiles. C'est bien, mais c'est ça, on veut vraiment agir au niveau local avec qu'est-ce qu'on a, parce qu'on sait que des fois, c'est des investissements lourds pour faire du recyclage. Fait qu'on veut que les solutions émergent, en fait, des participants ici, de dire voici nos surplus, voici ce que nous, on peut faire avec notre expertise. Puis on veut aussi amener les gens à réfléchir comment est-ce qu'on peut produire nos textiles aussi en région, non seulement utiliser des textiles de deuxième vie, mais comment est-ce qu'on pourrait nous-mêmes produire nos textiles et devenir autonomes au niveau régional, au niveau de la filière textile. Et trouver, bon, on parle souvent de deuxième transformation. Peut-être la deuxième étape pour les gens, c'est justement de retourner vers les friperies, mais à ce moment-là, donc, même trouver une solution encore plus lointaine. C'est ça, c'est difficile à l'heure actuelle de parler de solutions parce que les gens sont en train d'y travailler en ce moment. Tout à l'heure, là, ils vont revenir en plénière et ils vont partager les pistes de solutions qui auront émergé de leur travail en sous-groupe et on verra donc qui prendra la balle au bon pour une ou l'autre de ces idées-là. Et on souhaite en fait que ces idées-là, justement, trouvent preneurs pour développer un projet qui va être structurant, un ou des projets ou des initiatives structurants pour le milieu et dans une optique de concertation aussi de tous ces beaux acteurs-là là, qui voient qu'ils sont interreliés, qu'ils ont intérêt en fait à travailler ensemble autour de ces questions-là. Et bon, aujourd'hui, ils participent, donc les cibles et aussi les SADC à ce moment-là. Donc, vous pouvez aider justement les gens à trouver des solutions. Effectivement, on accompagne les entreprises en fait sur le territoire du Bas-Saint-Laurent pour implanter des stratégies d'économie circulaire avec eux. En fait, on travaille comme il y a eu des exemples d'initiatives inspirantes ce matin de couturières volantes où on parle de Maison Le Puy qui veut implanter des procédés pour valoriser leurs propres textiles pour créer des nouveaux produits qui pourraient remplacer des produits neufs en fait. Fait que nous, en fait, Synergie Bas-Saint-Laurent et les SADC, on veut accompagner ces entreprises-là pour aller plus loin dans leurs idées et puis cibler des opportunités d'affaires pour les aider justement à développer leurs organisations. Donc, on est vraiment dans une optique d'accompagnement, mais les idées émergent du milieu. On est là, nous, pour catalyser les opportunités, pour créer des moments où est-ce que les gens se rencontrent et discutent et échangent et imaginent ensemble des pistes de solutions. Et à ce moment-là, est-ce qu'il y a quand même une échelle d'horizon ou de date butoir pour réussir à mettre en place des choses? Bien, on a discuté ce matin d'horizon 2050, mais je ne suis pas sûr qu'on discute. Là, aujourd'hui, en ce moment, on veut juste faire émerger des projets. Puis c'est ça, on va accompagner les entreprises à leur rythme. En fait, là, on ne s'impose pas d'échéance suite à cet événement-là. Et quand même une bonne participation. Sûrement qu'on est très heureux de ça. Oui. Donc une belle trentaine d'organismes d'entreprises des 4 territoires là, qui sont présents ce matin. Bien, on va avec plaisir faire le suivi de ces idées qui sortiront, émergeront, et puis on verra ce que ça pourra apporter pour la région et pour l'environnement aussi. Merci. Merci, Marc. Merci. Pour le meilleur ou pour le pire, c'est maintenant le temps des impôts. Et Marc Baudouin de la télévision de la Matapédia
On parle avec Hélène Guilbeault de l'Association coopérative d'économie familiale de la péninsule. Je retrouve Hélène Guilbeault, la directrice de l'ASIF. Bonjour Hélène! Bonjour! Donc, on parle des impôts. Ah oui. On s'en revient chaque année. Ah oui. Mais c'est stressant, la mauvaise de stressant. période des impôts. C'est juste de savoir, j'ai tous mes papiers, j'ai toutes mes affaires. Ouf, à un moment donné, ça peut même nous empêcher de dormir. Oui, bien là, c'est ça. Puis on s'entend, on est déjà suffisamment stressé par nos finances ces temps-ci, donc on pourrait se sauver ce stress-là. Fait que, oui, effectivement, de se poser la question, est-ce qu'on a tous nos papiers? À la base, c'est important de valider nos relevés d'emploi sont-ils tous là? Hein? C'est la première, la première chose très, 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 très importante à savoir. Donc, si on a eu plusieurs emplois durant l'année ou quoi que ce soit, de valider qu'on a vraiment l'ensemble de nos relevés, donc nos T1 et nos T4, notre relevé 1, pardon. Bien, pour se rassurer là-dessus, on pourrait se faire une liste. Ben oui. Tu sais, qu'on reprend chaque année, c'est les mêmes papiers, puis là, on coche. Ça, je l'ai reçu. Ah, lui, je l'ai pas reçu. Exactement. Puis je dis ça de même, mais sur notre site web, il y en a une. C'est parfait. Fait qu'il y a toujours des moyens de dire, de s'enlever le stress d'avoir à toujours penser à tout ça. Exactement, exactement. Puis aussi, bien, si, exemple, on a fait des cotisations à des REER ou des trucs comme ça, bien, c'est important d'avoir ces papiers-là aussi. Parce que les REER, il faut le savoir, quand on cotise à des REER, bien, ça diminue notre revenu imposable. Donc là, c'est intéressant, on peut avoir un retour d'impôt à ce moment-là. Donc, c'est important de pouvoir les indexer. Et aussi, bien, ce qui est important de savoir, c'est qu'on peut mettre aussi la première partie de l'année 2024. Oui, c'était là ma question, parce qu'à un moment donné, ça vient mêlant, parce qu'ils nous envoient les 30 premiers jours de l'année, les restants de l'année. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre au niveau dans des le fond, REER? on a toujours la possibilité, durant la première partie de l'année, donc les 30 premiers jours de la nouvelle année, de pouvoir réduire notre charge fiscale d'une certaine façon en cotisant dans des REER. Donc, ça va nous permettre de diminuer notre revenu d'imposition si on pense qu'on n'a pas assez payé d'impôts ou des trucs comme ça, ou qu'on a eu des revenus supplémentaires qui ont fait en sorte que, on va peut-être avoir une facture d'impôt, bien, on peut aller chercher un retour d'impôt de cette façon-là en cotisant dans nos REER. Donc, c'est le cas des fois quand les gens ont des bonus de fin d'année ou des trucs comme ça qui arrivent juste le 31 décembre. Donc, c'est dur à ce moment-là de se planifier et de dire « Oh, OK ». Donc, ça nous permet, durant les 2 premiers mois de l'année en cours, de pouvoir faire là, la petite magie fiscale. Mais autrement, bien, il y a d'autres choses qu'on peut aller chercher. Donc, les gens qui sont à loyer, bien, ne pas oublier d'aller mettre les relevés 31. Donc, ça, c'est le propriétaire du bloc dans lequel on réside qui va nous fournir nos relevés 31. Et avec ça, bien, on va pouvoir aller chercher un crédit au niveau du provincial. Ce qu'on appelle l'impôt foncier. C'est pas ça qui est écrit Non. dessus? Non? Non, l'impôt foncier, ça, c'est vraiment au niveau des gens qui ont peut-être des revenus, OK. des revenus locatifs. Là, OK. à ce moment-là, ils vont pouvoir mettre leur charge d'impôt foncier pour réduire tout ça. Mais lui, il va chercher à aller chercher vraiment notre crédit au niveau provincial là, de la solidarité. Donc, c'est quand même très intéressant d'aller chercher tout ça. Donc, on a des guides pour faire notre liste pour savoir si on a tous nos papiers. Ben oui. Un autre souvent stress, des fois, c'est les dates. Parce qu'on a des dates limites à respecter. Et puis, ça, c'est stressant. Ça, c'est stressant. Effectivement, c'est toujours stressant. Donc, on s'entend, ultimement, il faut respecter le plus possible la date. Mais bon, on en fait des rapports d'impôts là, qui datent des années et des années en arrière. Là. Il n'y a personne qui nous tape sur les doigts si on fait ça en retard. C'est qu'il y a des frais d'intérêt. Si on doit de l'argent, bien, il va y avoir des frais d'intérêt qui vont être calculés sur l'argent qu'on doit. Si, par contre, on en reçoit, ce qui est le cas de la majorité des gens qui font des rapports d'impôts, on s'entend là, la plupart des gens reçoivent des crédits d'impôt. Bien là, à ce moment-là, malheureusement, le gouvernement, lui, ne nous donne pas d'intérêt. Hein? S'il nous doit de l'argent sort, il ne nous payera pas d'intérêt dessus, malheureusement. Mais c'est sûr que l'idéal, c'est toujours de respecter là, les dates là, pour éviter les problèmes. Ben éviter, oui, c'est ça. C'est toujours plus facile de cette façon-là. Et dans des cas de doute, bien aussi, on peut faire affaire avec un comptable. Il y a quand même des possibilités de faire nos rapports d'impôt de façon autonome à la maison avec des logiciels en vente libre ou disponibles gratuitement ou à faible coût sur le web. On a d'ailleurs une capsule de formation aussi sur notre site web pour aider les gens. Pour aider. Hein? Parce que, veux pas, des fois, ça peut être long si on va voir un comptable. Des fois, les listes Puis, d'attente. des fois, on n'a pas toujours les moyens de se payer un professionnel non Oui, plus. Donc, là, il y a un autre exactement. stress. J'ai pas les moyens de me payer un professionnel. Je suis pas nécessairement capable de faire. Y a-tu d'autres
y a-t-il d'autres soutiens qu'on peut avoir? Bien si oui, on il y a n'a pas des ces moyens? organismes aussi dans le secteur qui offrent des cliniques d'impôts, en fait, là, pour permettre aux gens de pouvoir bénéficier là, d'impôts à faible coût. Donc, ici, dans la région de la Matapédia, effectivement, là, il y a une clinique qui existe. On peut avoir un soutien. Parce que Oui. c'est pas évident non plus de faire ça C'est tout seul. pas Même si évident. on a un guide, puis on a Ouais. le logiciel, c'est pas... Mais sauf que les logiciels sont quand même bien faits. Aujourd'hui, Oui. on fait juste rentrer nos montants dans Oui, les ben, cases, c'est puis ça se ça, fait tout puis- seul. J'ai déjà essayé, puis c'est magique, là. Exactement. Puis, tu sais, ils nous posent plein de petites questions. On a juste à y répondre. C'est quand même assez simple. Il ne faut juste pas paniquer. Hein? C'est Oui. souvent ça là, Ben, c'est souvent ça. qu'on a peur. Mais tant et si longtemps qu'il n'est pas envoyé en bout de ligne, on n'a pas de raison de paniquer. Et si, exemple, dans le cas qu'on fait soi-même son rapport d'impôt et que, justement, bon, on reçoit un crédit, puis que, tu sais, on n'est comme pas sûr, parce que ça peut arriver. Hein? Moi, je l'ai fait moi-même, mes rapports d'impôt, puis bon, ça arrive que je peux faire des erreurs ou des trucs comme ça. Ça arrive à tout bon humain de faire des erreurs. Donc, si, exemple, on reçoit un crédit, bien, dépensez-le pas, ce crédit-là. Laissez-le de côté. Hein? Donc, parce que si, exemple, on a fait une erreur, puis finalement, ben, on doit le rembourser, le crédit, bien, au moins, il ne sera pas dépensé, puis on n'aura pas besoin de se mettre dans le pétrin, là, ultimement, là, dans l'année en cours. Oui, souvent, parce que quand on reçoit de l'argent, on peut dire, dès que vous recevez le rapport d'impôt, payez-moi. On a cette option-là. Fait qu'on Oui. se fait payer tout de suite. Mais après ça, il y a la révision du Exactement. rapport d'impôt. Fait qu'il peut y avoir des changements qui sont Exactement, apportés. Et ça arrive souvent. C'est souvent des montants qui sont réajustés par le gouvernement. C'est des montants qu'on n'a pas, nous, nécessairement, qu'on n'a pas accès. Qu'on n'a pas, Et là, ils ont exactement, qu'on n'a pas réajusté des nécessairement choses. calculé, parce qu'aussi, peut-être qu'on n'a pas obtenu ça par courrier ou peu importe. T'sais, on a peut-être changé d'adresse, on n'a pas eu toutes nos informations fiscales. Donc, ça fait en sorte que, bon, oui, peut-être ça va débalancer le rapport d'impôt en bout de ligne à la fin de l'année. Là. Fait que toujours attendre que la révision Ben soit faite. oui, pour être sûr exactement, que- exactement. Quand on a reçu notre avis de cotisation, généralement, ça dit que tout est réglé, tout est canné, donc tout est beau. Fait qu'on ne dépense pas. Si, exemple, on a le retour d'impôt tout de suite, on ne le dépense pas. Par contre, si on a une facture d'impôt à payer, à ce moment-là, oui, on la paye tout de suite. Et à ce moment-là, si, exemple, il y a un changement, bien là, le gouvernement va nous rembourser. Parce qu'il faut savoir que si on ne la paye pas tout de suite, bien là, il y a des frais d'intérêt qui se calculent automatiquement. Donc, c'est quand même important de pouvoir régler le solde rapidement là, pour éviter des frais jetés à la poubelle. Hélène, merci beaucoup encore merci. Pour aider les gens à passer une période des impôts là, Oui, un avec peu la moins tranquillité. Merci. Merci. Depuis sa création en 1991, la dictée PGL a fait participer plus de 7 millions de jeunes francophones partout dans la francophonie, dont les écoliers de l'École Saint-Luc à Forestville, nous rapporte Léopold Lévesque de la Télévision du Littoral. Désormais reconnu dans la francophonie et salué par la communauté enseignante en Amérique du Nord et en Afrique, ce projet a mobilisé plus de 7 millions de jeunes des deux côtés de l'Atlantique depuis sa création en 1991. La dictée PGL donne également aux élèves la possibilité de participer à une compétition stimulante et amusante qui aboutit chaque année à une grande finale internationale télévisée pour les élèves de 5e et 6e année. L'École Saint-Luc de Forestville s'est inscrite au projet et les finalistes étaient Richard Tremblay, élève de 6e année, et Roxane Pinard, élève de 5e année. Les deux ont pris part à la finale régionale. C'est Roxane Pinard qui sera la représentante de l'École Saint-Luc. Donc, toutes les personnes qui faisaient s'affrontaient pour élire deux personnes. Donc, vu que j'étais de niveau 5-6e année, il y avait une personne de 6e année puis une personne de 5e année. Puis après ça, il y avait la finale de l'école. Donc, le 6e année contre la 5e année s'affrontaient. Donc, c'est lui qui avait le moins de fautes qui a été gagné. Puis après ça, c'était la finale régionale. Donc, c'est moi qui l'ai faite. Puis, j'ai gagné là. La grande finale internationale aura lieu à Québec le 19 mai prochain.
Rappelons que la Fondation a comme objectif de favoriser le sentiment d'appartenance et le rayonnement dans la francophonie en partageant chaque année un projet avec plus de 300 000 jeunes provenant du Canada, des États-Unis, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Maroc et du Sénégal. Elle valorise la maîtrise de la langue française comme outil de réflexion et de communication. Léopold Dave Lévesque pour la télévision du Littoral. À Montmagny, Marie-Ève Lamonde de CEMA TV s'intéresse aux multiples activités et services offerts par la bibliothèque municipale. On retrouve nos passionnés de lecture. Les passionnés de lecture connaissent bien sûr la bibliothèque de Montmagny qui existe depuis maintenant une dizaine d'années. On va en apprendre davantage en compagnie de Jean Beaulieu qui est membre du conseil d'administration. Bonjour Jean. Bonjour Marie-Ève, je suis content de te retrouver ici à la bibliothèque. C'est un bel endroit. Mais hein, c'est un bel endroit, puis c'est difficile à croire, mais je sais qu'il y a encore des Magny-Montois qui n'ont même pas mis les pieds dans cet endroit-ci qui est absolument merveilleux. Enfin, ça sera peut-être une bonne occasion d'essayer de les convaincre de venir faire un petit tour, ne serait-ce que pour voir les lieux. Oui, absolument. Puis il y a beaucoup de choses qui se passent ici. On pourrait peut-être parler justement, qu'est-ce que c'est la bibliothèque en tant que telle? En plus de, ben oui, ça loue des livres, mais en dehors de ça. OK. Bien, un rappel rapide, la bibliothèque, c'est un fait municipal. Ça appartient à la municipalité, à la ville de Montmagny, qui gère l'édifice, les infrastructures en général, qui s'occupe aussi également d'assurer la permanence, de payer les salaires des gens qui sont en permanence ici. Puis, la ville est propriétaire de la collection de tous ces beaux livres ici qu'on a à la disponibilité des gens. Et le fonctionnement général, ça marche grâce à une patente qui s'appelle la corporation. OK? Ça a été fait. La corporation, elle a deux missions. La première, qui est la mission de toutes les bibliothèques, c'est le prêt des documents. C'est le prêt du livre, surtout. Alors, pour faire ça, pour assurer ce fonctionnement-là, c'est sûr que ça prend quelque chose. Ça ne marche pas tout seul. Alors, ça marche avec des bénévoles. On a la chance ici de travailler avec un grand groupe, plusieurs dizaines de bénévoles qui, chaque semaine, vient et assure plusieurs choses. Le service au comptoir, le prêt du livre, les retours, puis tout ce qui a accès à ça, mais qui font aussi le classement, parce que vous êtes en mesure de comprendre que pour qu'on se retrouve là-dedans, il faut vraiment gérer le classement. Puis, et aussi qui vont s'assurer de l'entretien minimum des livres, parce que je pense qu'il faudrait voir, là, je n'ai pas les derniers shows, il faudrait voir le directeur Jocelyn pour confirmer, mais on est une des bibliothèques qui prend le plus soin de sa collection. Nos livres sont en bon état, puis on s'assure de les bien faire, bien, ça prend du monde pour faire ça. Fait que ça, c'est le premier volet, la première chose qui a rapport à la bibliothèque, la première mission. Puis la deuxième mission, qui est, à mon point de vue, tout aussi importante, c'est l'animation. On a des beaux lieux, on a des belles choses ici, c'est vraiment beau, mais on s'assure de l'animer pour vraiment être capable de plaire à la population puis offrir des services, puis ça, peu importe l'âge. On a juste ici à côté le coin jeunesse où il y a de l'animation, des rencontres scolaires qui se font ici. Il y a l'heure du conte. Il y a, en plus, ça c'est pour les jeunes. Il y a des ateliers pour des personnes plus âgées, sur de l'informatique, par exemple, sur peu importe, il y a eu tellement de conférences, tellement de choses que je vais avoir de la misère à nommer. Si vous voulez voir qu'est-ce qui s'en vient, là, le site de la bibliothèque, c'est facile à trouver, Bibliothèque de Montmagny. Vous allez voir les prochaines activités, les prochaines conférences. Donc ça serait le deuxième gros volet qu'on a, nous autres, c'est d'animer ce qu'on va appeler, nous, tu as peut-être entendu le terme, le troisième lieu. Oui, ça veut dire quoi, ça, le troisième lieu? Bien, c'est ça. C'est que le premier lieu, ce serait ta maison, ta famille, tout ça. Le deuxième lieu, c'est ta job ou les études pour les gens qui sont à l'étude. Puis le troisième lieu, ce serait un endroit comme ici à Montmagny où tu peux venir, tu peux t'asseoir tranquillement et lire, mais tu peux venir échanger, tu peux venir participer, apprendre, faire toutes sortes de choses. C'est l'essence même du troisième lieu. Alors, pour animer le troisième lieu, évidemment, ça prend de l'argent. Et voilà. Là, on va amener. On est un peu chanceux parce que, bon, au niveau du directeur ici, tout ça, on a quelqu'un de dynamique qui a entrepris plusieurs choses. On a réussi à faire des campagnes de levée de fonds qui ont été vraiment très pertinentes puis qui nous ont aidés pour l'animation. Je pense les plus connus, c'est sans doute les expositions Riopelle. Ça, c'est bien, sauf que c'est du ponctuel. C'est pas récurrent, ça ne nous assure pas un avenir. C'est juste que ça nous aide.
Puis il y a aussi des clubs sociaux qui nous aident avec, comme l'heure du compte, ces choses-là. Il y a des grandes institutions qui viennent nous aider. Puis il y a des entreprises publiques qui nous sont venues, pas le public, pardon, privées, qui viennent aussi mettre un bon petit coup de main. Mais malgré tout ça, c'est pas suffisant. Donc, on a une chose qu'on a développée qui s'appelle les Amis de la bibliothèque. Alors, les Amis de la bibliothèque, c'est quoi? Bien, c'est toi, c'est moi, c'est tous les citoyens de Montmagny qui peuvent, pour un petit montant de 10 $ obtenir une petite carte qui va, nous donner du financement, puis, eux, certains avantages. Bon, les avantages, le premier, le plus évident, c'est que si vous êtes résident de Montmagny, cette carte-là vous donne le droit de venir à l'Assemblée générale. En passant, l'Assemblée générale, ça s'en vient. Ce sera le 23 avril, le mois prochain, à peu près dans un mois. Et ça vous donne donc ça et l'opportunité de voter puis de dire votre mot sur les grandes orientations. Ça, c'est la première chose. Puis, en ayant cette carte-là, à tous les ans, on fait tirer un panier, un grand panier, une grosse boîte de livres, c'est une valeur d'environ 500 $. C'est commandité par Marquis. Alors, c'est parmi tous les amis de la bibliothèque, on fait ce tirage-là, qui est très prisé. Il y a d'autres petits avantages connexes, comme les arts avec les arts de la scène, puis la maison Séretienne Pascal Taché. Mais le principal avantage de vous impliquer en tant qu'ami de la bibliothèque, c'est que vous nous donnez un coup de main à assurer toute l'animation puis le maintien de ce qu'on appelle le troisième lieu. Et ça, c'est un montant qui peut devenir annuel. On peut le redonner annuellement. Voilà. Ça, c'est quelque chose, c'est 10 $ pour un an. Puis en passant de ce temps-ci, le 10 $, ça fait bien, ça fait 10 ans. Fait que c'est 10 $ pour 10 ans. C'est un beau thème, non? Donc, 10 $, puis c'est ça, c'est renouvelable annuellement, mais vous pouvez, il y a sur le site encore là, vous pouvez faire d'autres dons. À l'étage supérieur, il y a une grande baie vitrée, puis vous allez voir si vous venez à la bibliothèque, il y a des noms de citoyens qui sont là. C'est des gens qui ont jugé que la bibliothèque méritait un petit plus, puis qui ont donné un montant de 100 $, puis ils ont leur nom qui est dans la vitre. Là, ça. Il y a possibilité d'y aller pour d'autres dons en allant visiter le site de la bibliothèque. Et tout cet argent-là, ça va vraiment pour les activités. Là. Ça ne va pas pour les salaires. Ça ne va pas pour les salaires. C'est pas quelque chose qu'on ramasse pour la ville. C'est quelque chose pour la corporation, pour l'animation. Ça, c'est important de bien le comprendre. Vos taxes municipales, ils vont payer pour le maintien de la bâtisse, ils vont payer pour les salaires, ces choses-là. Mais tout ce qui est le reste, l'animation, tout ça, il faut le financer. Puis ça vient à partir de nos petites campagnes de levée de fonds. Ça vient des dons des amis de la bibliothèque, puis du support qu'on a des organismes locaux comme les clubs sociaux que je disais tantôt, puis certaines grandes institutions. On a parlé rapidement de l'Assemblée générale annuelle tout à l'heure. Il y a des postes d'administrateurs qui sont en vote en élection cette année. Oui, comme à tous les ans, là, on a un roulement au niveau des administrateurs. Les mandats sont généralement de 2 ans. Alors, tout le monde est bon comme moi, là. Moi, ça fait longtemps, mais les mandats se renouvellent et oui, il y aura des possibilités d'appliquer. Je vous réfère encore une fois au site de la bibliothèque. Vous allez voir dans la mission de la bibliothèque, vous allez pouvoir avoir un lien, poser ma candidature pour être... Puis voilà, c'est avec l'achat de la carte, vous avez le droit, en tant qu'ami de la bibliothèque, de faire partie de l'Assemblée puis de vous présenter à un poste d'administrateur. Jean Beaulieu, bien sûr, les gens de Montmagny sont invités à la bibliothèque. Ils peuvent avoir leur carte gratuitement. Puis les gens de l'extérieur, ils ont le droit de venir faire un tour quand même. Oui, il a le droit de venir faire un tour quand même. En ce moment, c'est un service qui est offert, qui est donné à l'ensemble des gens de la région. Merci beaucoup, Jean Beaulieu. Ça m'a fait plaisir. Alors, bien sûr, on vous invite à passionnés de lecture à venir faire votre tour ici à la bibliothèque de Montmagny. En prévision du 8 avril prochain, Chantal Bédard de CSUR.TV a rencontré l'astrophysicienne Normand Molland qui nous explique comment se produit une éclipse solaire totale. Le 14 octobre dernier, l'équipe de C'est sur la télé avait réussi à capter une éclipse solaire partielle. Toutefois, le 8 avril prochain, le phénomène se reproduira, mais cette fois-ci, il sera des plus spectaculaires puisqu'il s'agira d'une éclipse solaire totale. L'astrophysicien Normand Molland nous donne plus de détails. Qu'est-ce qui se passe quand c'est une éclipse complète? Quand c'est une éclipse complète, ce qui se passe, c'est ceci. C'est-à-dire que la Lune passe complètement devant le Soleil et cache entièrement le Soleil. Alors, des fois, la Lune est
trop près de la Terre et on ne voit plus du tout le Soleil. Ou des fois, elle est plus loin de la Terre et à ce moment-là, il reste un petit anneau lumineux du Soleil autour. Les éclipses, c'est très variable, mais il y a un moyen de les calculer. Les astronomes connaissent bien la méthode, mais ce n'est pas un calcul simple. L'éclipse change d'après où on est sur Terre. Lorsque on est en Amérique du Nord, on voit des éclipses qui se passent dans l'hémisphère nord. Mais s'il y a des éclipses en hémisphère sud, on ne le voit pas. De sorte qu'en fait, on voit à peu près une éclipse sur 8 de toutes les éclipses solaires. On en voit une sur 8. Ce serait le lundi, le 8 avril. Donc, c'est pas dans pas très longtemps. Et c'est intéressant parce que c'est une éclipse totale qu'on va voir très, très bien. Elle commence à 14h15 le 8 avril. Elle s'achève à 16h35. Et la totalité, le moment où le Soleil est entièrement caché par la Lune, ce moment-là est aux alentours de 15h27. La totalité va durer quand même quelques minutes, en l'occurrence à peu près 3 minutes. Et pendant ce temps-là, il va faire très noir. La dernière, la précédente, qu'on a eue à Montréal, c'était en 1932. Les gens étaient au courant, il y a des gens qui ont été voir, il y a même des photos qui sont... Si on va voir dans les musées, on trouve encore des photos prises à cette époque-là. Mais celle à Québec, les gens étaient beaucoup moins chanceux. Parce que la dernière qui a eu lieu à Québec, c'était en 1379. Okay. Il n'y avait pas grand monde pour prendre des photos. Et ça, c'est dangereux à regarder. Dans tous les cas, si le Soleil est dans le champ de vue, même en partie, c'est un truc qui est très dangereux pour la vue. Il faut employer des verres foncés ou il faut employer un truc classique qui consiste à projeter en fait l'image. Par exemple, à l'aide d'un miroir de poche, on projette l'image du Soleil sur un mur. Un simple miroir de poche permet du fond du jardin, par exemple, d'envoyer la lumière du Soleil, on l'envoie vers le mur de la maison, et on va voir au mur de la maison, non pas un carré qui est le miroir de poche, mais on va voir l'image complète du Soleil. Et ça peut être tous les jours, on voit une image complète du Soleil, on voit même les taches solaires dessus. L'équipe de C'est sur la télé tient à rappeler qu'il ne faut pas regarder le Soleil directement sans protection adéquate. Cela peut entraîner de graves problèmes jusqu'à la perte partielle ou totale de la vue. Je m'appelle Annabelle Lasselle-Richard, j'ai 12 ans, je viens du Berdo. J'aimerais interpréter le rôle de Zoé. Je m'appelle Talina, j'ai 14 ans et aujourd'hui je vais interpréter le rôle de Sophie. Ce que nous venons de voir, ce sont des extraits des auditions que tient actuellement la télévision communautaire des Laurentides qui va réaliser un film et une web-série qui s'intitule « D'ici à nos rêves ». Et j'ai le plaisir d'en parler avec Dean Brisson, le directeur général de la télévision communautaire des Laurentides. Dean Brisson, bonjour. Salut, Martin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il en retourne une télévision communautaire qui produit un film? Qu'est-ce que vous nous préparez? Bien, c'est dans le cadre d'un appel d'offres de projet qui a été soumis l'année passée dans le cadre de la santé, de la culture pour la santé des jeunes de 12-18 ans. Okay. Alors, il y a eu un appel d'offres provincial et nous avons proposé un scénario qui a été accepté. Il y a 3 organismes qui ont été acceptés dans les Laurentides sur 47 demandes acceptées au Québec. Et donc, vous vous apprêtez à tourner un film qui portera sur quoi? Le scénario du film vient d'une pièce de théâtre qui a tourné pendant 15 ans dans les salles de spectacle et dans les écoles et tout ça. Pendant une quinzaine d'années, il y a eu 4 distributions différentes sur 15 ans. Et quand l'appel d'offres est arrivé, moi, j'ai immédiatement allumé sur ce scénario-là parce que c'est les mêmes thèmes, c'est les mêmes enjeux qu'il y a 30 ans. C'est assez impressionnant, là. Tu sais, tu lis le texte, puis
tu fais comme, OK, ça n'a pas changé tant que ça, c'est les mêmes enjeux. On rajoute aujourd'hui des enjeux plus de psychologie, de détresse psychologique, mais qui étaient les mêmes v'là 30 ans dans le scénario. Donc, on prend le scénario de la pièce de théâtre et on l'adapte en moyen-métrage avec la participation des jeunes qui vont être choisis pour le projet, qui vont aussi participer à l'écriture des textes, à reformuler les expressions, les thèmes. Mais vous avez choisi... On comprend que c'est une pièce qui parle des thèmes qui concernent des adolescents, mais vous avez choisi également d'offrir la chance à des jeunes acteurs qui seraient peut-être en tout début de carrière. Là. Ce que vous recrutez, ce sont des jeunes de quel âge à quel âge actuellement? De 12 ans à 18 ans. Écoute, j'en ai des frissons juste à penser ce qu'on a vécu samedi. Il y aura une autre série d'auditions, mais de voir ces jeunes-là arriver tout fragiles, tout nerveux avec leurs parents et tout ça, puis ensuite venir faire un petit extrait en audition, ça a été des plus touchants de voir que il y a plein de jeunes qui sont talentueux, créatifs, qui veulent réussir, qui veulent faire ça dans la vie, tu sais, qui veulent faire ce métier-là. Fait que c'est très touchant. Certains, pour la plupart, c'était une première audition. Mais au-delà également du film, si je comprends bien, c'est une web-série pour laquelle on voit des images. Là, vous voulez montrer derrière la caméra du film également. Oui, à même la captation de tout le processus qu'il va y avoir du début jusqu'à la fin. On capte les images, les réunions, les conversations, les choix de costumes, décors et tout ça. Et on en fait une série web et une série sur Cogeco où on montre comment ce projet-là s'est créé, se fait, avec qui, comment, pourquoi, tu sais. Et on va l'amener jusqu'à la fin. On va tourner jusqu'à la fin, jusqu'au tournage du moyen-métrage, et ça va être une série complète et une web-série qui va sortir par petits segments là, de 5, 7, 8, 10 minutes. Est-ce que vos auditions sont terminées? Non, les auditions se poursuivent jusqu'à la mi-avril. On va sur tvcl.ca dans l'onglet Audition. On peut soumettre notre candidature jusqu'à la mi-avril. À quel moment vous prévoyez le tournage? Ça devrait se passer en juillet. Les répétitions vont se passer après les heures de classe, la fin de semaine et les soirs d'école. Et fin des classes, examens et tout ça, on donne un petit break aux jeunes et on va tourner début juillet, là, fort probablement. Dites-moi, est-ce que comment une télévision communautaire en vient qu'à produire du cinéma, des films, des web-séries? Vous allez dans une nouvelle voie pour une télévision communautaire? Oui, bien, il faut innover. Il faut avoir plusieurs produits. Donc, l'Internet est important. Alors, la petite web-série, les gens consomment de façon rapide les clips aujourd'hui. C'est des reels, c'est des petits clips. Fait que là, on veut rentrer dans ça. On va aller chercher l'attention des jeunes à travers de ça en livrant le making-of de ce film-là, petit bout par petit bout, là, comme on dit, Le film devrait devrait être terminé. Là, vous estimez pouvoir les premiers visionnements au cours de l'année ou ça va aller en début de l'an prochain? On estime à l'automne le visionnement avec les jeunes, les parents, les invités et le public, évidemment. Là, ça va être une grande soirée. Puis c'est tout un peu dans le cadre du 25e anniversaire de la TVCL qu'on organise des affaires un peu différentes. Là. Oui, on veut comme toucher d'autres médiums, puis aller chercher le monde dans différentes sphères. Fait que, c'est pour ça qu'on essaie des produits ou des projets qui impliquent les jeunes comme ça. C'est fabuleux. Là. Et s'il y a des jeunes qui désirent... Oui, et s'il y a des jeunes qui désirent participer, on va où? Vous allez sur tvcl.ca dans l'onglet Audition. Dean Brisson, merci beaucoup. Bonne chance et au plaisir de vous en reparler. Merci, Martin. Merci beaucoup à vous. Daniel Yvon de CTRB s'est rendu à Notre-Dame-des-Prairies rencontrer de jeunes gymnastes qui rêvent de Jeux olympiques. C'était quoi votre première idée de faire un club de gym? Principalement pour nos filles. On était 3 actionnaires au départ et 3 gymnastes. Donc. 3 gymnastes déjà qui avaient déjà fait de la compétition, des choses comme ça. Exactement. Puis vous vouliez vous implanter à Joliette, vous avez dit qu'il y a un besoin pour ça. Exact. Et toi, c'était ça aussi? Oui, également. Moi, j'étais entraîneur de gymnastique depuis longtemps. Donc, je me suis associée au projet, puis on a démarré le club. Ça fait combien d'années que vous êtes ici?
C'est notre 8e année, hein? Oui, 8e année déjà. Et l'intérêt a été tout de suite, quand ça a commencé? Oui, ça a très, très bien été. D'année en année, on a doublé notre clientèle, puis jusqu'à arriver à la pandémie. Moi, c'est ça. Jusqu'à temps qu'il y ait eu. Les jeunes, c'est beaucoup de jeunes filles, j'imagine, c'est plus rare des garçons, malheureusement. Quand même beaucoup. Ah oui? Oui, Ah ouais? oui, dans les Plus groupes jeunes. de plus petits, on a quand même peut-être quoi, un 15 de garçons. 15 de garçons. C'est quoi leur motivation? Ils viennent essayer puis ils s'aperçoivent qu'ils aiment ça? C'est quoi qui fait qu'une jeune fille ou un jeune homme décide de venir faire de la gymnastique en 2024? Pour bouger, principalement, nous, dans le fond, on donne des cours, on commence à 1 an. Donc, on commence tout petit avec les parents-enfants, et on va jusqu'à la compétition, mais on donne des cours jusqu'à environ 15-16 ans. Il y a du récréatif et il y a du compétition. Dans nos cours de récréatif. Les garçons sont dans le récréatif, le compétitif est réservé pour les jeunes filles. Ah, OK, les jeunes filles. Bien, je vois aussi que vous faites des camps de jour, vous faites des activités, des fêtes, quelqu'un qui veut faire de l'initiation. De qu'est-ce qu'on a vu des communiqués de presse, vous réussissez bien dans ce que vous faites. Dans le sens, vous avez eu des jeunes, même de Berthierville et tout, qui ont des bons records, je veux dire, des beaux résultats. Des belles performances, Oui, là, c'est ça. oui. C'est beaucoup de travail? Oui, les jeunes filles s'entraînent 5 heures par semaine. Donc, on a différentes catégories qui vont de R2 à R6. Vous allez m'expliquer c'est quoi R2 et R6? Moi, je veux savoir c'est quoi. Donc, on se spécialise, nous, en régional. Et puis, c'est une échelle, tout simplement. R2, R3, on évolue et on peut augmenter comme ça jusqu'à R6. Les gymnastes performent dans la même catégorie toute l'année. Donc, elles peuvent se dépasser d'une compétition à l'autre et avoir des résultats pour s'améliorer. Et le R2, c'est concernant les habilités qu'ils sont capables de faire exactement, oui, c'est ça? C'est ça. Il y a des routines spécifiques pour R2 et ensuite d'autres routines pour R3. Et on évolue, les mouvements deviennent plus difficiles plus on avance dans les chiffres. Donc, autrement dit, chaque jeune fille fait la même routine. Il n'y a pas de catégorie, c'est il y a la pas même de création, là. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de chorégraphie, on n'est pas rendu... En niveau R4, là, au sol, on peut avoir les mêmes mouvements, mais la chorégraphie est différente. Donc là, c'est là qu'au niveau de la création, on embarque. OK, bien, c'est bien. Et je vais poser la question dans le sens que la motivation de cette jeune fille-là pour venir faire de la compétition, ça vient naturellement? Ça vient souvent avec le talent. OK, oui. Bon, Quand ils ont un talent plus naturel ou qu'ils réussissent bien puis qu'ils se démarquent des autres là, dans les récréatifs, bien là, ils ont envie d'aller plus loin. C'est sûr que tout enfant qui fait de la compétition et qui reçoit des médailles, la motivation vient assez rapidement. Ça vient assez rapidement. Oui. Et vous vous êtes rendu jusqu'où? Vous avez fait des compétitions? Avez-vous participé à tous ces programmes-là avant de devenir propriétaire ou peut-être même entraîneur? Moi, j'ai jamais fait de gymnastique. Ma fille en fait depuis qu'elle est toute petite, mais moi, non. OK. Moi, j'ai fait jusqu'au niveau régional, à peu près comme les athlètes ici, mais je suis devenue rapidement entraîneur et j'ai eu la piqûre, donc je suis restée dans la branche entraîneur longtemps. Bon, ben bonsoir les filles, ça va bien? Oui. Moi, je veux juste savoir, vous pouvez toutes répondre, vous avez des raisons chacune particulières. Pourquoi ça vous avez aimé ça, faire de la compétition? Qu'est-ce qui vous a amené à venir faire de la gymnastique? Bien, parce que je trouve que c'est un sport quand même individuel, qu'on peut s'améliorer tranquillement tout seul, mais quand même, on a le soutien de toute l'équipe. Bien, c'est aussi, après les compétitions, toute l'équipe, on s'encourage, on se dit bravo, puis ça, je trouve que c'est très motivant. Une belle esprit d'équipe. Ça. Ouais. Vous avez des conseils entre vous autres? Vous vous dites oui, que tu as bien fait, tu n'as pas bien fait. Oublie pas ton mouvement, oublie pas tes choses. Mais des fois, on n'est pas ensemble, là, ça dépend. Là, des fois, on est R2 avec R2, R3 avec R3, puis R4 avec R4. Okay. Donc, on n'est pas... Des fois, on est... Ouais. Bon, vous êtes des R2, des R3, des R4, c'est ça? Oui. OK. C'est quoi vos objectifs dans la vie? Là, vous faites ça, mais vous voulez monter R5, R6, vous voulez aller aux Olympiques? C'est quoi? Oui, aux Olympiques. Tu vas aller aux Olympiques? Oui. OK. Moi, je voudrais aller jusqu'au national pour représenter mon pays. Ah, c'est bien ça. Puis ça, faut que tu travailles fort pour faire ça. Très, très fort. Très, très fort. Mais est-ce que tu penses que tu as la capacité, tu as la volonté de le faire? Ben, moi, j'aimerais ça, mais je sais pas. Bien, il faut avoir la volonté, il faut travailler. On a d'autres objectifs, Juliette? Moi, j'aimerais ça aller à plusieurs challenges des régions. OK. Tu aimerais ça aller faire ça. Est-ce que ça vous apporte beaucoup dans votre vie de faire de la gymnastique? Oui. La confiance en soi, à l'école, se concentrer, des choses comme ça? Oui, il faut vraiment... Non, t'as pas l'air sûr?
Puis avez-vous des idoles? Avez-vous des gens que vous regardez faire des compétitions, des émissions? Moi, justement, Juliette, qui est là, Ouais. je la trouve super persévérante, puis elle se blesse jamais, elle est super bonne, puis elle est super fit. Donc, c'est ton idole, ça. Tu te Ouais, c'est mon idole. Juliette, c'est qui ça, Juliette? C'est toi? Donc, tu es quelqu'un, tu es un mentor, tu es un modèle à suivre dans l'équipe, c'est ça? Ah, ben c'est bien. Puis, c'est bien, ça, c'est le fun de faire ça. Donc, tu aimes ça, tu as les petites, tu aimes ça t'occuper des petites, puis de les aider. Correction, puis je les aide à persévérer. OK. Puis mes deux mademoiselles ici, les entraîneurs, vous avez connu ça avec petites comme ça. Qu'est-ce qui vous a amené à continuer dans la gymnastique, être entraîneur et tout? Bien, je pense que c'était juste de pouvoir comme, donner la passion, enseigner notre passion aux gens, parce que, tu sais, à un moment donné, avec l'âge, ça s'atténue en tant que gymnaste, mais de pouvoir transmettre ça. Vous dites les capacités s'atténuent à un moment donné? Bien, ça dépend des gens, tu sais, il y a certains niveaux, puis rendu à un certain âge, mais mettons, pour ma part, j'ai arrêté de le faire moi-même, et de pouvoir l'enseigner à des plus jeunes, puis ça, c'était quelque chose. Puis c'est-tu valorisant de voir des jeunes faire ça? Bien, c'est le fun de voir, tu sais, que... T'sais, dans un sens, ils font beaucoup, les athlètes font beaucoup les choses, le coach est en arrière pour aider tout de suite, de voir qu'ils réussissent, tout ça, c'est toujours très... Ça nous rend fiers. Sont-tu fines, vos deux coachs? Oui. Ils sont pas trop sévères? OK. Des fois. Oui, des fois. Bon, ben c'est bien. Mais c'est important, des fois, d'être sévère, parce que si on veut faire de la compétition, c'est pas... Faut qu'on soit plus meilleur. Faut qu'on soit quoi? Plus meilleur. Plus meilleur, tu as bien raison. Puis vous, mademoiselle, avez-vous des idoles? Avez-vous des gens que vous regardez? As-tu une idole? Ouais, elle s'appelle Simone Biles, puis je la regarde souvent en vidéo. Puis Oui, elle est impressionnante. Hein? Elle fait ça, on dirait qu'elle fait ça, qu'elle vole. Hein? Quand elle va faire les diagonales... C'est vraiment à couper le souffle. C'est assez époustouflant. Hein? Marie-Lise, qu'est-ce que tu aimes dans la gym? moi, qu'est-ce que j'aime dans la gym, c'est qu'on peut participer ensemble, on peut se faire persévérer, puis on s'entraide entre nous. En tout cas, je vous félicite, les filles. Vous êtes très bonnes, on vous a regardé aller. Moi, je ne serais même pas capable de faire la moitié. Même pas le corps. Même marcher, je ne serais pas capable de faire comme vous faites. En tout cas, bonne chance, puis bonne compétition. Merci. Le boxeur originaire de Baie-Saint-Paul, Sébastien Butch Bouchard, a livré un combat épique le 23 mars dernier à Drummondville. L'équipe de TVCO y était. Ils ont préparé un reportage sur le combat, mais ils nous rapportent également un entretien avec le promoteur Yann Pellerin, qui croit fortement que l'avenir de la boxe au Québec passe par les régions. Ma mission, c'est que je me suis aperçu au cours des années que les deux gros promoteurs s'étaient enfermés au casino en avant de 500 personnes. Et puis que quand ils arrivaient dans les gros centres pour faire des gros galas, il n'y avait pas de monde. Ben, c'est normal, il faut que tu ailles cultiver un peu en région ta clientèle. Il faut que tu sortes des boxeurs locaux qui vont devenir des vedettes dans leur région. Puis qu'après ça, quand tu vas faire des gros shows, à Place Belle, au Centre Bell, Centre Vidéotron, là, le monde va suivre. Ils vont venir voir leurs vedettes locales qui se battent dans un gros centre. Puis c'est ça qui va ramener les grosses foules. J'ai plein de respect pour les boxeurs de l'extérieur. Je suis 13-2, j'ai affronté, je pense, 7 Mexicains, genre, depuis le début en boxe. Ils viennent se battre, mais c'est pas ça qui remplit les estrades. Puis le monde ici, ils sont tannés de payer, puis pas voir qu'est-ce qu'ils veulent. Fait qu'on essaye de leur donner ce qu'ils veulent. 3 losses and 1 draw. De Baie-Saint-Paul, Québec, Sébastien Butch Bouchard. Son adversaire dans le coin rouge, Jean-Michel The Octopus Bouda. Tu sais, Jean-Michel, on s'en est parlé dans le ring après, tu sais, c'est tellement une bonne personne. Puis moi aussi, il dit Butch, il dit, tu m'as fait vivre quelque chose de spécial. Il dit avant le combat, il dit, j'étais pas capable de me minder. Il dit, c'est comme si j'allais faire un sparring. Puis moi, j'étais de l'autre côté, mais coach, ça va-tu? Oui, tu sais, mais on avait pas, les deux, on avait comme pas le feu. Je suis content qu'on se pince, là, mais c'était spécial comme feeling avant le combat. Puis, Lève tes mains, Jimmy!
déjà d'avance, il y avait beaucoup de respect entre nous, aux conférences de presse et tout, mais on s'est croisés à l'hôtel, puis j'étais avec ma copine, il était avec son équipe, puis tu sais, là, on n'a pas à s'envoyer chier, ça donne à rien. On le sait qu'on est des fighters. Il y a 130 combats au moins, je pense, amateurs plus professionnels. Puis, tu sais, moi aussi, j'avais 70 combats. On a 200 combats ensemble. On est habitué d'être entre les câbles. Fait qu'on va switch on entre les câbles. Bien, c'était un feeling bizarre. Tu sais, des fois, d'avoir un petit peu de « je vais faire mal », on l'avait pas. Puis il me l'a dit après, Chris, j'étais comme off dans le vestiaire, j'avais pas ce feeling-là. Bien, tu sais, on s'entend qu'on s'est battu, là. On a fait une guerre. Mais, tu sais, c'est genre... J'étais comme... Je parlais avec ma blonde hier, puis après, je parlais avec mon équipe. Je disais, man, c'est le genre de gars, je veux l'inviter à souper. J'ai goût de dire comme... Il m'inspire confiance. Je suis comme, tabarnak, c'est weird! Toute ma carrière, j'étais un slow starter. Puis j'ai décollé encore au 4e round. J'ai commencé, ça a été long avant que j'embarque dans le momentum et tout. C'est ça. Écoute, j'ai me manqué un round. On l'a vu, le scoring, il manquait 1 ou 2 rounds. C'était un combat serré. Sincèrement, je crois que j'ai fait beaucoup plus mal que lui m'a fait mal parce que j'ai fait mal beaucoup au corps. Il me l'a dit après le combat, là, je l'ai détruit au corps à plusieurs reprises. Je pense que Sébastien est arrivé avec un plan de match aussi différent que je m'attendais. Il travaillait en counter-puncher au début, puis il frappait vraiment fort. Ça m'a surpris. Genre, tu sais, je l'ai vu boxer dans derniers combats, puis j'ai jamais eu cette impression-là. Puis là, je pense qu'il s'était préparé d'une certaine manière, puis tu sais, ça m'a obligé à respecter, puis ça m'a empêché de travailler autant en combinaison que je voulais. On voulait le saisir, le filer. On pensait peut-être être capable de le battre à cette distance-là. Puis à un moment donné, on a vu qu'il manquait toujours un pouce. On appelle ça X-arrière en boxe. Toute fois que j'y allais, il réussissait à faire son X-arrière. Il me manquait toujours quelques pouces. Fait que là, on a dit qu'il va falloir mettre de la pression offensive. Qu'est-ce que j'ai fait le reste du combat? Ça, c'est ce que j'ai fait toute ma carrière. Je suis bon là-dedans avec les gars. On avait une stratégie. On avait dit que la stratégie ne marche pas au 4e. On s'est donné 4 rounds. J'ai toujours d'y aller dans le vieux Thibaut, le vieux Sébastien rentrant dedans. Fait que, à la fin, je trouvais ça un petit peu plus dur parce qu'on n'était pas préparé physiquement à aller là. Mais c'est ça. Écoute, très déçu, un goût amer. Mais je n'aurais pas ma ceinture, mais les gens vont avoir un bon spectacle. Est-ce que tu commençais à penser à manquer de gaz? Là? On dirait qu'une année, tu tombes sur un cruise control. Au 6e round, mon coach m'avait dit, c'est moi qui t'ai supposé le coller ton round-off, mais j'ai pris un round-off à un moment donné, puis j'ai vu Sébastien arriver enragé, prêt. J'ai vu son body language, qu'il s'en venait pour se battre. Puis là, j'ai accepté de perdre le round. J'ai travaillé pareil en fin de round, mais au début, je vais dire qu'il va s'épuiser, puis je vais essayer de le pogner, de le pincer en counter-punch une fois, il fait mal. Je vais pas essayer de le outboxer ce round-là. Fait que j'ai pris peut-être, je pense que c'est le 6e, j'ai pris un round off. Puis après ça, j'ai surmonté. Puis non, ça allait bien. Je me sentais pas plus fatigué au 10e. J'avais des jambes encore, puis j'étais prêt à performer un autre round. Je suis content, soulagé. Je veux dire, je vis la pression de. Si je perds, on va dire que je suis vieux, que j'ai 41 ans, puis que je finis. Fait que, c'est comme toute une pression que je me mets indirectement, puis que je sais que c'est ça la réalité, que genre, je vais me faire dire. Même si je fais un bon combat contre un bon adversaire comme Sébastien Bouchard, si je perds, on va dire que je finis. Fait que j'ai comme tout le temps cette pression-là. Fait que je suis comme obligé de performer. Faut que je sois fier, parce que c'est quand même mon premier 10 rounds. J'avais jamais fait de 10 rounds. Mon combat de championnat d'avant, je l'avais arrêté au 7e round. Donc, c'était mon premier 10 rounds complet. Fait que, ouais, je suis fier de ça. Mais j'adore Butch. Puis, écoute, la première fois que j'ai dit dans le vestiaire, c'est écoute, je sais pas s'il t'en reste encore, mais moi, je peux t'en donner si t'en veux encore.
on va décanter tout ça avec mon équipe. T'sais, là, 2 défaites de suite, on a un goût très amer. Honnêtement, ça a été mon camp d'entraînement, un des camps d'entraînement les plus difficiles de ma carrière. Les blessures, les enfants. Moi, j'ai 3 jeunes enfants, on se réveillait toutes les nuits. De jumeler tout ça, ça a été très, très dur. On l'a fait, je me suis blessé dans les épaules. J'ai des vieilles blessures depuis des années, les épaules, ça ressort tout le temps dans les fins de combat. C'est un camp d'entraînement très dur, mais écoute, on va voir ce qu'on s'en va avec ça, puis on voit la suite. Merci et félicitations. Merci à vous autres, les gars. Merci d'être venus. C'est tout pour le bulletin des régions cette semaine. Je remercie toutes les télévisions communautaires qui ont participé à sa réalisation et je vous dis à la prochaine.